Bonjour, je suis Robert Kennedy Jr., votre secrétaire à la santé. Lors de ma récente audition devant la commission des finances, la sénatrice Cantwell nous a montré ce graphique pour illustrer le déclin des maladies infectieuses au cours du XXe siècle. L'industrie des vaccins a longtemps utilisé ce type de graphique comme preuve de l'affirmation courante selon laquelle les vaccins auraient sauvé des centaines de millions de vies américaines. La baisse spectaculaire de 70% de la mortalité due aux maladies contagieuses aux États-Unis et en Europe occidentale depuis 1900 reste l'un des plus grands progrès de santé publique de toute l'histoire de l'humanité. Mais est-ce vraiment l'œuvre des programmes de vaccination de masse, comme beaucoup de gens, dont la sénatrice Cantwell, le prétendent? L'étude la plus complète et la plus rigoureuse sur ce sujet a été financée par le CDC et publiée en 2000. Elle a été réalisée par une équipe de chercheurs du CDC et de l'université Johns Hopkins, dirigée par le docteur Bernard Geyer. Ces scientifiques ont examiné en détail 100 ans de données officielles sur la mortalité due aux maladies infectieuses. Ils ont conclu que presque toutes les baisses de mortalité avaient eu lieu avant l'introduction des vaccins et par conséquent, ils ne pouvaient guère en réclamer le mérite. Pour exemple, ce graphique montre qu'en 1900, environ 13 000 Américains mouraient chaque année de la rougeole. En 1960, ce chiffre avait déjà chuté de quelques centaines. Mais le vaccin contre la rougeole n'a été introduit que 3 ans plus tard. Cela signifie que presque toute la mortalité liée à la rougeole avait déjà disparu avant le vaccin. Donc le vaccin contre la rougeole ne peut pas vraiment revendiquer d'avoir sauvé toutes ces vies. Regardons maintenant la coqueluche. Là encore, on constate que la plus forte baisse des décès est intervenue avant l'introduction du vaccin. C'est également vrai pour la grippe. La grande vague de mortalité liée à la grippe avait déjà disparu dans les années 60, alors que le vaccin n'a été largement diffusé qu'à partir des années 1980. Donc là encore, le vaccin ne peut pas revendiquer ce mérite. Et regardez la tuberculose. Les décès ont quasiment disparu sur la même période que toutes ces autres maladies infectieuses. Pourtant, il n'y a jamais eu de vaccination de masse contre la tuberculose aux États-Unis. La mortalité a disparu sans aucune aide d'un vaccin. De la même manière, il n'y a jamais eu de vaccin contre le scorbut. Et pourtant, les décès dus au scorbut ont disparu sur la même chronologie. Même chose pour la scarlatine que j'ai moi-même eue étant enfant. Les décès liés à la scarlatine ont chuté exactement en parallèle de ceux dus aux autres contagions. Alors, qu'est-ce qui a réellement provoqué le déclin de la mortalité due aux maladies infectieuses? Une étude marquante publiée en 1977 par McKinley et McKinley était une lecture obligatoire dans la plupart des facultés de médecine américaines dans les années 70 et au début des années 80. Cette étude attribuait ce déclin non pas aux avancées médicales, mais presque exclusivement aux progrès agricoles et techniques qui ont amélioré la nutrition. Cela incluait de meilleures routes, le transport aérien, la réfrigération et des systèmes sanitaires de qualité supérieure. C'est aussi la période où les toilettes à chasse d'eau et la chloration de l'eau sont devenues courantes. Les McKinley ont estimé que moins de 3,5% du déclin de la mortalité pouvait être attribué à l'ensemble des mesures médicales réunies, antibiotiques, opérations et vaccins compris. Ici, par exemple, on voit que l'introduction de la chloration de l'eau correspond presque parfaitement avec la chute de la mortalité due aux maladies infectieuses. En 1970, le professeur Edward Cass de Harvard était sans doute la plus grande autorité mondiale en matière de maladies infectieuses. Il était à la fois le fondateur et rédacteur en chef de longue date du Journal des maladies infectieuses et le président fondateur de la Société américaine des maladies infectieuses. Cette année-là, dans son discours devant un congrès commun de la Société des maladies infectieuses et de la conférence sur les agents antimicrobiens, le Dr Case a lancé un avertissement public prémonitoire. Il affirmait que certains acteurs de l'industrie médicale chercheraient à s'attribuer le mérite de la chute spectaculaire de la mortalité afin d'accroître leurs profits, leur prestige et leur influence. Le Dr Case contestait déjà l'affirmation émergente selon laquelle les vaccins auraient sauvé des centaines de millions de vies. Le Dr Case avait observé que le déclin massif des décès liés à ces grands tueurs avait eu lieu avant la généralisation des vaccins. Et il mettait en garde contre ce qu'il appelait des demi-vérités. Il dénonçait l'idée selon laquelle la recherche médicale aurait éradiqué les grands fléaux du passé, la tuberculose, la diphtérie, la pneumonie, la septicémie puerpérale, etc.
Il avertissait également que prétendre que la recherche médicale et notre système de soins supérieurs avaient joué un rôle majeur dans l'allongement de l'espérance de vie était trompeur. Le graphique mensonger de la sénatrice Cantwell a montré à la nation est exactement le type de propagande pseudo-scientifique contre laquelle le professeur Case nous mettait en garde. Et pourtant, c'est un lieu commun, largement relayé par l'industrie pharmaceutique, par les associations médicales alliées et par leurs politiciens grassement rémunérés pour nous évangéliser et nous faire croire que seuls les vaccins avaient sauvé toutes ces vies. La sénatrice Cantwell a d'ailleurs reçu environ 456 000 $ de la part de l'industrie pharmaceutique. Cette déclaration martelée comme un mantra selon laquelle les vaccins auraient sauvé des centaines de millions de vies est tellement ancrée dans la sagesse conventionnelle qu'elle échappe presque toujours au scepticisme et à l'examen scientifique rigoureux que devraient appliquer les agences de santé publique à tous ces dogmes. Les vaccins sont une composante essentielle de la santé publique. Ils peuvent prévenir des infections comme la rougeole, ainsi que les complications graves qui l'accompagnent parfois. Et ils peuvent aussi empêcher de transmettre la rougeole aux autres. Mais une croyance aveugle dans la vaccination, comme unique recours face aux infections mortelles, a conduit notre système médical à négliger le rôle des médicaments, des vitamines, de l'alimentation, de l'exercice physique et d'autres changements de mode de vie qui pourraient renforcer le système immunitaire humain contre toutes sortes de maladies. L'idée qu'une bonne santé ne viendrait que d'une seringue peut fausser les priorités en matière de santé publique et entraîner un mauvais usage des ressources. Sous l'administration Biden, la réponse déséquilibrée du gouvernement américain face à la pandémie de Covid-19 en est un parfait exemple. Les citoyens américains en ont payé le prix fort. Les États-Unis ont enregistré plus de décès liés au Covid que tout autre pays. Sous la direction du président Trump, nous allons veiller à ce que l'Amérique dispose du meilleur calendrier vaccinal pour les enfants. Nous allons prendre en compte les blessures liées au vaccin. Nous allons moderniser les vaccins américains grâce à une science transparente et exemplaire. Nous allons éliminer et corriger les conflits d'intérêts et les incitations inappropriées et nous allons garantir la liberté scientifique et médicale. Produit par le département américain de la santé et des services sociaux. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux.